C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Coralie dans cet épisode du Gloomy Club. Coralie a 30 ans et elle est diagnostiquée cœliaque depuis 6 ans. Son histoire est celle d'une longue errance médicale, d'un parcours semé de doutes et de malentendus. Imaginez, dès l'enfance, elle a souffert de vomissements quotidiens, d'une fatigue écrasante et de douleurs abdominales. Pourtant, pendant des années, on lui répétait que tout cela n'était que de l'anxiété. Les médecins pensaient que c'était dans sa tête. Après 15 ans d'errance, Coralie a finalement reçu ce diagnostic de maladie cœliaque en 2018. Et là, tout a pris sens. Son expérience personnelle l'a poussée à développer une expertise rare. Aujourd'hui, elle est consultante en RSE et avec l'appui de consultants indépendants spécialisés, elle accompagne les restaurateurs pour qu'ils proposent des menus sans gluten et adaptés aux personnes allergiques. Elle aide les établissements à respecter le décret de 2015 qui oblige les restaurateurs à signaler les allergènes dans leurs plats. Dans cet épisode, Coralie nous raconte son histoire, sa lutte pour se faire entendre et comment elle a su transformer cette épreuve en une force. On parle aussi des différences de reconnaissance de la maladie cœliaque en France et à l'étranger. Elle partage des conseils pratiques, des ressources précieuses pour celles et ceux qui, comme elle, doivent composer avec une alimentation sans gluten au quotidien. Alors rejoignez-nous pour un échange sincère et inspirant avec Coralie. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Coralie. Coucou Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club aujourd'hui pour la nouvelle saison. On va aborder différents sujets ensemble, mais notamment l'errance de diagnostic. Et donc, je vais commencer par la question habituelle, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Moi, c'est Coralie, j'ai 30 ans, j'habite à côté de Montpellier. J'ai été diagnostiquée cœliaque il y a plus de 6 ans maintenant, en avril 2018, mais j'ai une errance médicale de 15 ans à peu près. Sinon, je suis consultante RSE en freelance et donc j'ai développé une offre de consulting pour accompagner les restaurateurs et tous les services alimentaires sur le sujet du sans gluten. Trop intéressant. J'ai trop hâte qu'on parle de ça. Donc la première partie, on va aborder justement ce diagnostic. Donc comme tu le disais, tu as eu une errance médicale assez longue. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette période, comment tu l'as traversée, tu vois, quels étaient un peu les symptômes et comment ça s'est déclenché le diagnostic ? Alors oui, c'est vrai que alors déjà, c'est toujours difficile de dire quand exactement. J'ai commencé à développer les premiers symptômes liés à la maladie cœliaque, mais je dirais que c'est à partir de mes 9 ans que j'ai commencé à consulter des médecins et à leur expliquer mes symptômes. Et aujourd'hui, je sais que c'était des symptômes liés à la maladie cœliaque. Donc c'est pour ça que je dis que l'errance médicale a duré de mes 9 ans jusqu'à mes 24 ans. Donc ça a été une période très très longue, de 15 ans, très épuisante. J'ai consulté de nombreux médecins, des spécialistes, et en fait, vraiment aucun diagnostic de la maladie cœliaque n'a été posé. Donc ça a été une période très difficile à vivre, et vraiment globalement, je dirais que je me sentais incomprise, pas du tout écoutée par le corps médical parce qu'on ne me faisait pas passer d'examen en fait. On ne cherchait pas ce que j'avais. Et donc je le détaillerai plus tard, mais en fait, on disait en gros que c'était dans ma tête. Donc j'étais vraiment découragée de ne pas avoir de réponse. Et donc c'est vrai que en général, quand tu sais pas ce que tu as, c'est compliqué d'aller bien. Et surtout, je détaillerai peut-être tout à l'heure, mais de vivre avec tous les symptômes que j'avais, c'était vraiment difficile au quotidien. Ouais, et justement, quels étaient un peu les symptômes? Est-ce que tu vois, entre tes 9 ans et tes 24 ans, du coup, est-ce qu'il y a eu différents symptômes? Est-ce que c'était toujours les mêmes? Est-ce que c'était différent en fonction des périodes? Non, en fait, c'était toujours les mêmes. Donc j'avais beaucoup de symptômes, moi en plus, et je vomissais très régulièrement. Donc moi, c'était ça, le premier symptôme, on va dire.
Et donc pendant 2 ans, je dirais que je vomissais quasiment tous les matins. Donc c'est quand même énorme, hein. Mais après, j'ai arrêté de manger le matin, donc j'ai essayé de trouver des petites astuces. Donc j'avais des nausées après toute la journée, ce qui est quand même pas cool, hein, mais je vomissais un peu moins. Et après, sinon, j'étais très, très fatiguée. Donc je dormais tout le temps. J'avais des maux de ventre atroces, des troubles digestifs. Et j'avais vraiment la sensation tous les jours d'avoir une grosse gastro, tu vois, pour t'expliquer. Et j'avais aussi après des carences alimentaires très importantes. Je n'arrivais pas aussi à prendre du poids. Et j'avais des aftes aussi à répétition. Donc tout ça, je le comprenais pas, mais en fait, c'est lié donc à la maladie cœliaque. Et je me souviens aussi que j'étais vraiment dans un état déprimé. Donc j'avais énormément de symptômes, mais en fait, ça n'a jamais alerté les médecins. Vraiment, les médecins, à chaque fois que j'allais les consulter, bah, ils me disaient que c'était dans ma tête, en fait. Et c'est des gastro-entérologues que tu voyais ou t'as vu genre des médecins, des internistes? Est-ce que c'était des médecins généralistes? Est-ce que t'as vu plusieurs professionnels de santé ou c'était toujours le même discours? Alors, j'ai consulté donc beaucoup de médecins, c'est vrai, généralistes, mais après, je suis allée voir des spécialistes. Donc, c'est ça que je tiens à le préciser. Sauf qu'en fait, ils me disaient que donc c'était plutôt dans ma tête que j'étais trop angoissée. Et donc, pour eux, ça provoquait les symptômes que je t'évoquais précédemment. Et donc, pour eux, en fait, la solution, c'était vraiment d'aller voir des psychologues. Donc, j'ai vu plusieurs psychologues et c'est là où ils ont posé un diagnostic, on va dire. Ils ont dit que j'avais une phobie scolaire. Ok, Donc voilà, pour eux, mes angoisses, on va dire, mes angoisses étaient liées à l'école et mes angoisses provoquaient les symptômes. ok. Et, euh, et donc voilà, moi j'étais un petit peu, enfin je comprenais pas parce que moi j'aimais l'école, tu vois, j'étais en plus C'est très ça. très bonne élève, il y avait aucun souci avec l'école. Donc bon après, j'ai pas trop dit grand chose parce que bon ben généralement quand t'es petit, t'as tendance à écouter un peu les adultes, tu vois, le corps médical. Donc moi, j'ai pas trop, voilà, je me suis dit, OK, j'ai jamais remis, on va dire, en question leur avis. Ok, ouais. Donc ça devait être compliqué de se dire bon bah si c'est ça, mais qu'est-ce qu'on met en place pour que j'aille mieux alors qu'il y a toujours des symptômes? C'est ça. Après, en fait, la solution pour eux, ils me disaient à chaque fois, c'était de faire du sport pour justement limiter mes angoisses. Donc pour eux, c'était vraiment lié à l'angoisse. Donc ils essayaient, voilà, de me donner des solutions. Donc par exemple, de faire du sport. Et après, ils me donnaient quand même quelques médicaments pour soulager mes symptômes. Mais c'était parfois pire parce qu'on le sait maintenant, dans certains médicaments, tu as du gluten. Donc c'était vraiment un Tout à cercle fait. vicieux, quoi. Donc des fois, ça pouvait aussi accentuer un petit peu mes symptômes. En voyant un gastro-entérologue et le fait que tu cochais un peu tous les symptômes de la maladie cœliaque, il y en a pas un qui s'est dit: «Ah bah, on va lui faire au moins la prise de sang des anticorps, enfin, on va peut-être pousser avec, une gastroscopie». Alors peut-être qu'à l'âge de 9 ans, c'est peut-être plus touchy, à l'époque de mettre ça en place, mais de creuser un peu le sujet sur les maladies intestinales? Oui, c'est vrai que c'est, enfin moi j'ai halluciné, mais après, comme je te disais, moi je pensais vraiment que c'était lié à la phobie scolaire. Donc après je me suis dit: «OK, c'est moi, c'est dans ma tête». Et après aussi je suis honnête, pendant un certain temps, j'ai arrêté d'aller voir des médecins parce que j'étais épuisée. Donc c'est pour ça aussi qu'on m'a pas fait passer de test. Et pour t'expliquer un petit peu, les étapes, c'est que fin 2017, mes symptômes se sont aggravés. C'est là, à ce moment, que j'ai consulté un nouveau gastro-entérologue et j'ai suivi en fait plusieurs traitements très très forts pour l'intestin. Et en fait, j'avais toujours pas d'amélioration. Et pour te dire que les médecins vraiment, je me sentais pas du tout écoutée parce que tu vois, je me souviens de mon médecin généraliste qui me disait à l'époque, bon écoute là Coralie, il faut que tu fasses un effort. Et en gros, il me disait, il faut que tu vives avec ces symptômes et que tu apprennes à vivre avec ces symptômes, donc, et que tu acceptes que tu sois une personne angoissée, tu vois. Donc, j'ai dû vraiment insister, et ça, je tiens à le préciser, j'ai dû insister, ça a été une bataille pour que je retourne voir le gastro-entérologue. Et en fait, là, ça a été mon coup de chance parce que c'était un remplaçant qui m'a fait passer les tests pour confirmer la maladie cœliaque. Donc, oui, il m'aura fallu beaucoup de temps pour me faire diagnostiquer et je trouve pas ça normal de Ouais, insister comme tout à ça. fait. Voilà. Et à partir du moment où les tests ont été faits et que le diagnostic a été posé, du coup, une fois la gastroscopie, enfin tous les examens de passé qui confirment le diagnostic de la maladie cœliaque, on t'a informé justement sur le gluten, le fait de retirer le gluten de ton alimentation. Et donc, tu as dû voir les symptômes, du coup, s'évaporer un peu au fur et à mesure?
Alors oui, alors je tiens quand même aussi à préciser, je suis pas du tout en train de taper sur les doigts des médecins. Encore une fois, je parle vraiment que de mon cas. Évidemment qu'il y a des médecins, très, très compétents. Mais c'est vrai que moi, ça a été un peu un choc de l'apprendre parce que ça a été, on m'a pas trop expliqué. On m'a dit: «Voilà, tu es cœliaque» et on m'a fait peur parce qu'on m'a dit que, j'étais vraiment, tu te doutes bien, après 15 ans d'errance, médicale, j'étais dans un état, pas grave, je sais pas comment dire, mais mes anticorps étaient très, très élevés et mes villosités, parce que c'est ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est qu'en fait, on a une atrophie des villosités et moi, j'avais vraiment plus rien, quoi. Et en fait, j'ai dû passer des tests complémentaires pour voir si j'avais pas un cancer. Et donc on m'a parlé en fait, si tu veux, pendant en gros 15 ans, on te dit que c'est dans ta tête et puis tu arrives un jour, moi, si tu veux, je savais pas, j'ai fait ces tests, mais moi, voilà, et on me dit en 5 minutes: «Bon, tu es malade, cœliaque, il faut arrêter le gluten». Donc tu comprends pas déjà, moi perso, c'est quoi le gluten? Je sais pas trop, et je prends pas trop au sérieux. Je lui dis: «Ah bon, et c'est-à-dire je vais pouvoir, remanger après? Comment c'est pendant, voilà 5 ans, c'est 10 ans?» Tout ça, je pose des questions et en gros, elle me dit: «Ah non, non, là c'est à vie et en plus de ça, on va faire des tests complémentaires parce que c'est là, tu es dans un état où peut-être tu as développé, d'autres choses», tu vois? Donc ça a été vraiment, un choc et après oui, il m'aura fallu, là ça fait 6 ans, heu, bah, je suis encore très, très fatiguée parce que, ben oui, ça prend du temps. Puis moi, j'ai eu cette errance médicale, donc évidemment, j'ai, subi beaucoup. J'ai eu tellement de symptômes que mon corps est fatigué. Alors oui, je vois des améliorations, mais petit à petit, on va dire. Puis surtout que enfin, c'est aussi une grosse incompréhension parce que pendant plusieurs années, on t'a dit c'est les angoisses, c'est l'anxiété, c'est ça, c'est autre chose. Que là, on te donne un diagnostic. Peut-être aussi dans ta tête, tu te dis bon, est-ce que c'est un énième diagnostic et que dans quelques mois, on va m'en redire autre chose. Donc le temps d'assimiler tout ça, c'est sûr que c'est pas hyper facile pour l'esprit, surtout avec autant d'errance médicale. Oui, c'est ça, parce que, comme je te dis, moi, ça a été un peu un choc, c'est un peu un traumatisme, on s'en rend pas compte, mais quand, tu reçois ça, dans la «figure» entre guillemets, tu te dis en plus, moi, j'étais avec ma maman à côté et pareil, on était choqués, quoi. Enfin, on s'est dit: «Attends, on te dit que c'est dans ta tête, après maintenant on te dit que peut-être tu as un cancer, mais c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il se trompe pas encore?» Enfin, je comprends pas trop. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quand tu reçois le diagnostic. Et comment toi, de ton côté, t'analyses un peu ça, le fait que ça prenne autant de temps en France? Alors j'ai pas du tout les chiffres, hein, comparés à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal ou à d'autres pays où on sait que les produits sans gluten sont plus développés, que les restaurateurs sont peut-être plus formés à ce sujet-là. Sur le diagnostic, j'ai pas de chiffres, mais on sait que ça prend quand même beaucoup de temps en France. Est-ce que toi, tu as un peu fait tes recherches dessus? Est-ce que tu as un peu ton analyse aussi de ton côté? Alors oui, oui, moi, c'est vrai que j'ai analysé, j'adore en plus, tu vois? Je m'intéresse vraiment à ce sujet. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup d'études. Après, comme toi, j'ai pas vraiment des chiffres clés parce que comme tu dis, vraiment les sources ne sont pas forcément fiables. Donc je préfère pas, quand même énoncer des chiffres au hasard. Mais c'est vrai que j'ai constaté que beaucoup de personnes sont diagnostiquées cœliaques très tardivement en France. Et même des fois, tu as des personnes qui ne sont pas du tout diagnostiquées, pourtant ils sont cœliaques. Aujourd'hui, j'échange des fois avec d'hypersensibles qui me disent: «Ah ben, en fait, je sais pas si je suis cœliaque», donc c'est quand même, assez fou. Et donc je pense, qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation et de prévention en France sur la maladie cœliaque. Heu, Moi, comme je te disais, avant mon diagnostic, j'avais jamais entendu parler de la maladie cœliaque, et donc je pense que, il y a vraiment un manque d'information. Alors après, je sais pas exactement ce qu'ils apprennent, les étudiants en médecine au sujet de la maladie cœliaque, mais je pense qu'il faudrait leur apporter beaucoup plus d'informations sur ce sujet pour qu'ensuite ils puissent diagnostiquer les cœliaques en France. Heu et donc moi, je pense qu'il y a vraiment un souci au niveau, oui, du retard de diagnostic en France. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a aussi un problème, après le diagnostic. Comme je te disais, on n'est pas suivi, donc il manque aussi des informations. On manque, enfin, je veux dire, il y a vraiment un manque de compréhension, je dirais, autour du sans gluten et de la maladie cœliaque en général, de la part des professionnels de santé. Et je le vois au quotidien, enfin, moi je vais, chez les médecins, je vais à la pharmacie et quand je demande à chaque fois de vérifier la liste des ingrédients parce que je suis cœliaque et comme tu le sais, ben, on trouve du gluten, aussi dans les médicaments. Ils me demandent à chaque fois de vérifier par moi-même parce qu'ils savent pas où se cache le gluten ou si je vais poser des questions précises sur la maladie cœliaque, on sait pas me répondre et des fois même, ils prennent pas le sujet au sérieux parce que, je vais par exemple chez un nouveau dentiste et
je trouve ça important de dire que je suis cœliaque parce qu'ils utilisent des produits et même si je n'avale pas, on le sait, un cœliaque, il faut qu'il fasse attention aux contaminations croisées, et aux traces aussi. Et donc je me rappelle d'une fois j'ai posé la question au dentiste et il m'a répondu. Alors déjà, j'ai dit que j'étais cœliaque, donc il savait pas qu'est-ce que c'était. Donc j'ai dû expliquer. Et après, j'ai dit est-ce qu'il y a du gluten? Là, il me dit oh non non non, un peu comme ça. Et j'ai vu qu'en fait, il savait pas qu'il y avait du gluten dans certains produits. Et donc je trouve ça fou. Et oui, en fait, c'est ça quand tu parles aussi de la maladie cœliaque à certains professionnels de santé, ils ne savent pas. Donc je pense aussi il y a un retard de diagnostic, mais il y a aussi un retard après le diagnostic de connaissances et je pense que les professionnels de santé n'ont pas toutes les clés pour diagnostiquer systématiquement et précocement aussi la maladie et suivre les patients. Et donc après, moi j'explique déjà c'est un premier point et j'ai pu analyser aussi, notamment avec l'Italie, c'est que je pense qu'il y a un retard parce que c'est pas suffisamment reconnu par l'État. Je pense qu'il faut que ça soit légiféré comme l'a fait l'Italie par exemple. Et tant que le gouvernement ne prendra pas en compte cette maladie, je pense qu'il y aura toujours ce retard de diagnostic et ce manque de suivi après. Et voilà. Et je pense que si l'État prend en compte cette question-là, on pourrait faire des campagnes de sensibilisation, de prévention auprès du grand public, des professionnels de santé. On pourrait faire passer les tests de diagnostic plus facilement et chez les enfants aussi, parce que savoir que ça permettrait de prévenir les complications et ça permettrait de mieux accompagner les cœliaques dans la gestion de leur maladie, quoi. Parce que, comme je te dis, perso, après l'annonce de ma maladie, on est un peu lâché comme ça, on n'a pas d'informations, on doit vraiment s'informer, chercher. Moi, j'ai pas trouvé, on va dire, d'organisation compétente sur le sujet en France et parfois, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a de fausses informations qui circulent aussi. Ça, il faut aussi le préciser. J'ai déjà échangé avec des cœliaques qui ne savaient pas que faire des écarts de gluten, c'était dangereux pour notre santé. Donc ça, c'est grave. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est une question de santé publique et que ça nécessite que le gouvernement mette en place des mesures pour protéger notre santé et même de manière générale. On va pas rentrer dans ce sujet, mais sur l'alimentation, parce qu'on sait que de plus en plus de maladies se développent à cause de ce qu'on mange. Donc voilà, je pense que j'expliquerai ce retard déjà par le manque de connaissances et que aussi c'est pas pris au sérieux par l'État. Tu parles de l'Italie parce que c'est vrai, on en a beaucoup parlé dans les épisodes de podcast, mais qu'il y a un choix qui est quand même beaucoup plus important en Italie qu'en France. Mais quand on avait échangé ensemble, tu m'as dit que tu étais partie en Italie 2 mois après ton diagnostic et que du coup, justement, tu avais remarqué que la gestion là-bas était quand même différente qu'en France. Et oui, c'est vrai que je suis partie en Italie. Et ouais, juste 2 mois après mon diagnostic, j'avais déjà un voyage de prévu là-bas. Et donc, je pars là-bas. Et là, je m'aperçois effectivement que la maladie cœliaque est vraiment reconnue. Et j'ai encore plus remarqué ça parce que je suis partie cette année 1 mois à Milan. Donc, j'ai vraiment pu analyser tout ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement a mis en place en fait une législation spécifique concernant la maladie cœliaque. Donc, c'est-à-dire, ils ont mis en place des mesures en termes de diagnostic précoce de la maladie, de sensibilisation du grand public et des professionnels de santé. Après, c'est vrai que tout n'est pas parfait non plus. Je veux pas non plus dire que tout est rose là-bas, que c'est parfait. Non, mais il y a vraiment une sacrée avance sur la France. Et en plus, ils sont souvent cités en exemple, donc c'est pas pour rien. Et c'est clair que quand je suis allée là-bas, c'était vraiment, c'est hyper agréable de voir que c'est pris au sérieux, que les gens connaissent la maladie cœliaque. C'est assez hallucinant. Chaque fois que tu dis que t'es cœliaque, les gens ils connaissent, ils te disent ah ben oui, mais je sais, oui, mais alors on s'en fout. C'est surtout qu'à la base, on doit quand on rentre un peu dans ce nouveau monde de l'alimentation sans gluten, on se dit bon, j'irai pas en Italie parce que c'est un peu le pays de la pizza et de la pâte, donc c'est mort. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de restaurateurs justement qui proposent des alternatives. Mais c'est ça qui est hallucinant parce que moi, pareil, quand je me suis dit, oh purée, je dois partir en Italie, en plus juste 2 mois après, je me suis dit, mais je vais pouvoir rien manger du tout. Et en fait, pas du tout. Parce que là-bas, ils comprennent l'importance de manger strictement sans gluten. Pour eux, c'est pas un problème. Et ils considèrent la maladie cœliaque vraiment comme une maladie. Et effectivement, j'ai remarqué que t'es pas obligé d'anticiper tes repas. Tu peux sortir, comme tu dis, au restaurant.
parce qu'il y a des alternatives. Tu peux aussi acheter facilement des produits à l'extérieur parce que les restaurateurs sont formés. Et donc ça, je l'ai constaté. Ils sont formés aux allergènes, à la maladie cœliaque et ils communiquent aussi vraiment des informations très claires et précises sur la présence de gluten. Donc forcément, pour toi, c'est un bonheur parce que tu te dis, bon, mais ok. Et en plus, je tiens à préciser que, mais ça, je pense que tu dois le savoir, beaucoup d'établissements sont labellisés par l'association Oui, italienne tout à des fait. cœliaques. Donc, il y a un label qui existe et ce label, mais c'est génial parce que ça atteste que l'établissement propose des plats sans gluten et on va dire safe pour les Safe cœliaques. pour les cœliaques, ouais. Voilà. Moi, j'ai pas été encore en Italie depuis le diagnostic, donc j'ai hâte Ouais. d'aller découvrir parce que j'ai beaucoup de retours. Mais je vais souvent au Portugal et c'est pareil avec l'association portugaise des cœliaques. Il y a des restaurants qui sont labellisés par l'association, il y a un label, etc. Donc, on sait qu'on est safe et qu'on n'a pas de souci à aller manger Et là-bas. oui. Donc, c'est hyper... En fait, on est beaucoup plus léger dans son esprit de se dire c'est bon, je vais pas risquer d'être malade après avoir mangé ici. Non, mais c'est ça, c'est que oui, je te parle de l'Italie, mais tu as raison. Dans d'autres pays, il y a vraiment, je trouve, une meilleure gestion du sans gluten. Toi, tu parles du Portugal, mais il y a l'Espagne, Espagne aussi, ouais, j'ai vu, ouais. le Canada aussi. Moi, j'ai une pote qui habite là-bas, elle me dit, elle mange aussi sans gluten, et elle me dit, mais c'est un truc de fou. L'Australie aussi. Là-bas, ils ont une association, et je pense aussi, c'est que les associations cœliaques de ces pays sont très actives. Et elles mettent beaucoup de mesures en place, et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a une avance sur la France. Et donc, oui, quand je suis allée en Italie, j'ai halluciné parce qu'aussi, ce que je tiens à préciser, c'est que dans les magasins, tu trouves donc beaucoup de produits certifiés sans gluten. Et il y a même des magasins totalement dédiés au sans gluten. Donc, je trouve que c'est génial parce que ça facilite aussi le quotidien de pouvoir rentrer, tu fais tes courses, t'as pas... Alors oui, tu peux lire quand même les étiquettes parce qu'il n'y a pas forcément le label sur tout, enfin le logo sur tous les produits, mais c'est génial. Et attends, et un jour, je rentre dans un magasin et là, j'ai constaté que, tu sais, tu as parfois des annonces un peu publicitaires, tu entends, Oui. tu vois, et il parlait de la maladie cœliaque. Ah ouais? Ah ben oui, il parlait de la maladie cœliaque. C'était une pub pour vendre, je pense, des produits, parce qu'après, je parle pas italien non plus, hein, donc, tu vois, j'ai pas trop compris, mais évidemment que j'ai compris. Parfois, il disait maladie cœliaque, etc. Et t'as des petites affiches aussi écrites sur les. T'as des petites affiches écrites produits pour les cœliaques, enfin, dans les rayons, pardon. Ok, Dans les ouais. rayons, tu as des petites affiches, il y a marqué produits pour les cœliaques, donc directement, ça te permet, hop, tu vois, d'y aller. Ouais, en un coup d'œil, t'arrives à spotter les oui. produits donc que tu peux avoir. Ouais, donc Super. c'est vraiment génial. Moi, j'adore l'Italie. Je pense que t'es pas la seule. Il y en a beaucoup, je pense, à se dire c'est le pays où là vraiment tu sais que t'es tranquille pour la nourriture. C'est clair. Et au-delà du diagnostic justement que tu as eu, est-ce que toi t'as constaté d'autres pathologies, d'autres maladies qui se sont déclenchées ou aggravées avec cette errance médicale? Alors oui, parce que c'est vrai que le fait de ne pas diagnostiquer tout de suite la maladie cœliaque, ça peut déclencher d'autres maladies ou les aggraver. Donc effectivement, moi à l'âge de mes 16 ans, on m'a diagnostiqué la maladie des exostoses multiples. Donc c'est une maladie osseuse. Ce sont en gros, pour t'expliquer, des excroissances osseuses. Tu peux en avoir un peu partout dans le corps. Moi, j'en ai dans le dos, les hanches, les genoux, donc un peu partout. Ouais. Et en fait, ça provoque de très très fortes douleurs, principalement au niveau des articulations. Et ça peut limiter les mouvements. Donc moi, pendant un moment, j'ai pas pu faire de sport parce que c'était beaucoup trop douloureux. Et je dois les surveiller parce que ça peut évoluer, ça peut être dangereux. Ça peut par exemple compresser les nerfs, les vaisseaux sanguins, certains organes. Et en fait, actuellement, ce sont des tumeurs osseuses non cancéreuses, mais ça peut évoluer. Alors, un cancer des os, c'est très rare, mais il faut quand même le surveiller. Et là aussi, je tiens à préciser qu'on a mis du temps avant de me diagnostiquer. Donc, tu vois, je pense que globalement, en France, il y a un problème aussi au niveau du diagnostic, hein, parce que toi, tu me parlais aussi de l'endométriose, etc. On va pas rentrer on va pas parler de ce sujet, mais bon, tu vois, je pense qu'il y a pas sur beaucoup de maladies chroniques, c'est le cas. C'est ça. Donc voilà, là aussi, j'ai mis du temps parce qu'on pensait que je m'étais blessée. Et en fait, pas du tout. Bon, bref. Et du coup, oui, c'est vrai que le fait de diagnostiquer tardivement, je trouve aussi que ça a une incidence aujourd'hui parce que, comme je te disais, oui, je mange sans gluten, strictement sans gluten, c'est très exigeant. Mais aujourd'hui, je suis encore fatiguée, je suis pas en pleine forme parce que plus tu attends, ça, il faut en prendre conscience, plus tu vas mettre du temps aussi à aller mieux. Donc ça, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment diagnostiquer rapidement
et surtout chez les enfants, prévenir les complications. Parce qu'après, il y a encore, là, dernièrement, j'ai une personne qui m'a dit, elle a été diagnostiquée à 39 ans. À l'âge de 39 ans, c'est énorme. Donc voilà. Et ça a aussi une incidence parce que je suis honnête, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à aller voir les médecins. J'ai beaucoup de mal parce que, alors encore une fois, tu vois, je tiens à préciser, bien sûr qu'il y a des médecins compétents à l'écoute, etc. Je veux vraiment pas, voilà, être. Mettre tout le monde dans le même panier. Mais non, voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est juste que j'ai été un petit peu traumatisée Ce par mon qui est errance. normal après Ouais. ce que tu as vécu, c'est normal. Par mon errance médicale. Donc, je suis pas suivie, en fait, pour mes 2 maladies et je vais très rarement, chez le médecin aussi. Donc, je sais que c'est pas bien, faut pas prendre mon exemple. Mais ça a aussi une incidence. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, c'est important de diagnostiquer, que j'espère que les choses vont évoluer. Tout à fait. Non, c'est hyper important. On va arriver sur la deuxième partie justement sur l'accompagnement des entreprises et de la restauration. Aujourd'hui, toi, tu es consultante RSE en freelance. Donc peut-être que tu pourras expliquer parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Et en fait, tu viens de lancer une nouvelle offre de consulting, c'est ça, à destination des restaurateurs, si je me trompe pas, Oui. et de tous les services alimentaires sur un peu toutes les questions d'allergènes alimentaires et de sans gluten. Je voulais savoir un peu comment s'était né ce projet. Alors oui, c'est vrai que pour commencer, la RSE, c'est un terme que, alors de plus en plus quand même, on entend la RSE, mais pour Ouais, ceux tout à fait. qui peut-être connaissent pas, je vais expliquer alors brièvement, hein, parce que tu te doutes que c'est assez spécifique, donc je vais pas rentrer dans les détails Exactement. parce que je risquerais de vous perdre. Mais en gros, la RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est lorsqu'on va dire une entreprise euh, prend des engagements et met en place des actions donc dans les domaines de l'environnement, du social, donc c'est tout ce qui est en lien avec, par exemple, la qualité de vie au travail des salariés, et aussi dans le domaine sociétal, économique. Et donc moi, mon métier, c'est d'accompagner et de conseiller les entreprises euh, sur ces sujets, et plus particulièrement sur les obligations RSE, parce que faut savoir que les moyennes et grandes entreprises ont des obligations réglementaires RSE. Donc, elles doivent, par exemple, faire des reportings, suivre des indicateurs, voilà, rédiger des rapports, etc. Et donc, moi, je les aide vraiment à se conformer à ces obligations-là. Donc, ça, c'est pour mon métier actuel. Et effectivement, j'ai développé un nouveau projet en parallèle parce que j'avais pas assez de travail. Non, mais en fait, si tu veux, après mon diagnostic, je me suis vite rendu compte des problématiques qu'il y avait en France. C'est pas très compliqué de s'en apercevoir. Et pour moi, l'une des plus importantes, c'est la difficulté de manger à l'extérieur de chez soi quand tu es cœliaque ou même quand tu as une restriction alimentaire. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et depuis quelques années, je souhaite faire avancer les choses. Donc, franchement, j'ai eu plusieurs idées. C'est un peu parti dans tous les sens même, mais j'ai eu énormément d'idées. Et j'ai aussi échangé avec beaucoup de personnes, voilà, des cœliaques, des personnes qui mangent sans gluten, des professionnels. Et après, je me suis focalisée, on va dire, sur le conseil. Donc, j'ai aussi étudié la faisabilité des projets. C'est ça aussi, parce qu'il y a des choses, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Et vu que je me suis dit que j'étais consultante en freelance, et je me suis dit, pourquoi pas aider les restaurateurs et tous les services alimentaires sur la partie des allergènes alimentaires et du sans gluten. Donc, j'ai décidé de créer le premier accompagnement conseil dédié au sans gluten, avec une approche donc globale des allergènes. C'est très important de commencer par la base, les allergènes, C'est ça. et aussi parler des risques de contamination croisée. Donc, c'est pour les restaurants et tous les services alimentaires qui souhaitent proposer des alternatives sans gluten et aussi acquérir des connaissances en gestion des allergènes. Et je tiens quand même à préciser aussi que on peut accompagner des concepts alimentaires 100% sans gluten qui souhaiteraient s'améliorer sur le sujet, ou aussi s'il y a des entrepreneurs qui veulent créer un concept alimentaire sur cette thématique et qui ont besoin d'être accompagnés, c'est possible aussi. Voilà, donc c'est vraiment du consulting. Donc si tu veux, c'est un accompagnement personnalisé sur mesure pour répondre justement aux besoins spécifiques de chaque établissement. Et donc là, je souhaite créer un réseau de consultants indépendants pour couvrir toute la France. Donc en fait, ce sont des professionnels spécialisés en sécurité alimentaire et en allergènes alimentaires qui interviendront, parce que c'est vraiment un domaine qui est très réglementé, les allergènes. Donc voilà, ça touche la santé des gens, donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je m'entoure vraiment d'un réseau de consultants spécialisés. Et voilà comment est né ce projet. Et je tiens aussi à préciser, parce que
c'est important, que ce projet-là, en fait, c'est pas pour imposer. Tu vois, je veux pas dire il faut faire du sans gluten. C'est pas forcer les restaurateurs. Enfin, évidemment, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Il faut vraiment que ça vienne d'une démarche volontaire. Les restaurateurs qui ne veulent pas, même s'il y a de la réglementation, on en parlera peut-être plus tard, mais tu vois, même s'ils veulent pas, bon, mais s'ils veulent pas, je vais pas les forcer. Donc, c'est vraiment une démarche volontaire. C'est vraiment pour les professionnels qui veulent faire la différence, se démarquer de la concurrence, qui veulent aussi se positionner sur un marché porteur et surtout qui sont aussi soucieux de l'inclusion alimentaire, sont sensibles à cette thématique. Et donc, en fait, concrètement, c'est un restaurateur ou une personne qui souhaite lancer sa marque de produits alimentaires. Elle souhaite développer, du coup, une gamme sans allergènes, sans gluten, sans lactose, etc. Elle peut te contacter pour que tu puisses l'aider à ce que ce soit bien cadré au niveau sécurité alimentaire sur cette partie, c'est ça? Alors, sur les produits alimentaires, donc là, tu toucherais plutôt les entreprises agroalimentaires. Alors, Ouais, ça serait un objectif pour plus tard. Là, c'est vraiment les services alimentaires, donc c'est les restaurateurs. ok. C'est des personnes qui ont des concepts alimentaires. Donc, soit ils souhaitent monter un concept, soit ils l'ont déjà, soit qui veulent proposer des alternatives sans gluten, donc des plats. Et donc là, dans ces cas-là, on va les aider dans la mise en pratique. Parce qu'aujourd'hui, il existe des formations, tu vois, on n'a rien inventé. Il y a des formations sur les allergènes parce que, évidemment, c'est la réglementation, on en parlera. Et tu as aussi des formations sur le sans gluten. Mais derrière, concrètement, comment ils font après les restaurateurs? Tu vois, il faut les aider. En fait, c'est ça qui manque. Il faut les aider dans la mise en pratique. Il faut dire, voilà, comment on fait. Il faut analyser qu'est-ce qui est déjà mis en place. Il faut les aider dans l'amélioration de leur processus. Voilà. Donc, nous, on intervient vraiment sur ça. Et comme je dis, c'est des spécialistes qui vont intervenir. Tu vois. Et après, effectivement, j'ai d'autres objectifs. Ça serait d'élargir parce qu'il y a une méconnaissance générale, je trouve, de la part des entreprises sur le sans gluten et des entreprises alimentaires aussi. Aujourd'hui, c'est pas très clair quand tu lis des étiquettes, etc. Pourtant, il y a de la réglementation et tu peux pas faire n'importe quoi. Mais des fois, je trouve ça, j'hallucine un peu quand je vois des choses. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en lien avec les entreprises. Ouais, sur la partie restauration, ça, je pense que ça sonne beaucoup pour les personnes qui sont intolérantes au gluten parce que, enfin, je parle pour mon cas, mais c'est souvent très compliqué d'avoir la carte des allergènes dans les restaurants. C'est oui, oui, bah on va vous l'apporter et moi on m'apporte un bout de papier avec du crayon de papier qui a été écrit il y a 2 minutes. Tu le sens arriver, tu te dis: «Ouh là là, est-ce que c'est vraiment il y a toutes les bonnes infos?» Donc c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a un très, très gros marché, sur cette partie-là puisque c'est obligatoire, depuis 2015, je crois, si je dis pas de 2015, bêtises. ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, quand j'ai pu aller en Espagne ou au Portugal, direct sur les cartes, c'est écrit, il y a les sigles, donc tu pas perdu. En France, c'est encore, très compliqué. Ah, mais c'est clair. Mais ce que tu dis, mais oui, oui, oui. Et même quand tu appelles, il y a un gros souci quand tu appelles avant de réserver. Moi, souvent, on confond l'alimentation sans gluten avec l'alimentation végane. Oui, moi, ça m'est déjà Tu vois? arrivé où on m'a dit: «Mais vous mangez pas de viande?» Je dis: «Non, non, rien à voir». Non, mais on Mais pour rigole. un Mais restaurateur, je trouve ça vraiment très Mais chaud. c'est hallucinant. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si tu sais pas ça, mais n'ouvre pas de concept alimentaire. Enfin, je sais pas, tu vois? C'est exactement ce que je me suis dit et quand j'ai découvert, moi, mon diagnostic et que j'ai posé les premières questions et que j'ai eu des réponses comme ça, je m'étais mais c'est ouf que les restaurateurs ne soient pas formés aux allergies alimentaires. Enfin, Ça, c'est c'est quand même abusé. hallucinant. Et même des fois, comme tu dis, il y a pas de carte ou c'est pas du tout mis à jour, donc ça sert à rien. Donc Oui, oui, il y a un gros souci. En plus de ça, c'est la réglementation. Mais encore une fois, après, tu peux pas obliger les gens. Il y a pas. Je pense qu'il y a aussi un souci en termes de contrôle. Voilà, tout à c'est fait. ça. Malheureusement, tu dois. Si tu contrôles pas, bon, après, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ça. Et tu peux nous expliquer pourquoi justement tu as voulu te concentrer sur, ce secteur de la restauration? Alors oui, parce que comme je te disais, je me suis vite rendu compte de la difficulté de manger à l'extérieur. Donc quand tu es cœliaque, et donc je suis partie dans d'autres pays, comme je te disais, en Italie ou même en Espagne. Et je me suis aperçue là-bas que je pouvais manger plus facilement dans les restaurants. Et donc j'ai commencé à analyser pourquoi en fait, pourquoi là-bas je peux manger plus librement. Et je suis restée donc 1 mois à Milan, en Italie. Et donc là j'ai pu étudier un petit peu et j'ai constaté que les restaurateurs étaient formés aux allergènes alimentaires, qui connaissaient donc la maladie cœliaque. Ils communiquaient aussi donc des informations très claires et précises sur la présence des allergènes et de gluten dans leurs plats. Et ensuite, j'ai comparé avec la France et je me suis aperçue aussi qu'il y avait un gros souci en France. Et donc, comme je te disais, enfin, c'est pas normal quand tu poses des questions, bon, encore à des serveurs
voilà, ils sont pas formés, mais c'est pas normal. Mais quand tu poses des questions au chef qui te dit, en fait, ah d'accord, mais en fait, il te faut pas des produits, c'est ça, mais on n'a pas de lait de vache, hein, c'est bon. Non, mais attends, je te parle pas de lait de vache. En fait, je suis pas, tu vois, je te parle de céréales, donc c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est pas normal. Alors encore une fois, il y a des restaurateurs qui font très bien leur travail, tu vois, c'est pas le souci. Mais il y a un gros souci en France quand même donc j'ai constaté cette problématique et je me suis dit, s'il y a cette problématique en France, c'est principalement dû au fait que bien souvent, les professionnels de la restauration n'ont pas toutes les clés pour répondre à la demande croissante. C'est ça, en fait. C'est pas forcément qu'ils veulent pas. Alors, il y en a qui veulent pas, qui s'intéressent pas. Et ça, c'est OK. Comme je te dis, on n'est pas là pour imposer. Et derrière, il y en a qui veulent faire, tu vois, s'ils ont envie. Mais ils ont pas toutes les clés, toutes les connaissances. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur la restauration et j'ai voulu apporter une solution pour répondre à cette problématique qui est pour moi en plus l'une des plus importantes. Et donc, et en plus de ça, je me suis dit pourquoi les autres pays y arrivent et pas nous en fait. Pourquoi nous, la France, on n'y arriverait pas. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement pour les professionnels de la restauration. Et après, évidemment, je souhaite aussi avec ce projet sensibiliser plus largement à la maladie cœliaque et faire évoluer aussi les mentalités sur le sans gluten et montrer que c'est un marché très porteur. J'ai envie, moi, d'inciter des gens à créer des concepts alimentaires 100% sans gluten, ou des projets qui permettraient de faire avancer les choses en France. Ouais. Puis c'est important aussi qu'ils se posent les bonnes questions aussi et qu'ils ouvrent leur gamme justement aux allergènes, parce que je compare un peu avec, c'est pas comparable, mais pour que peut-être que les personnes se rendent compte, c'est que la consommation, elle change. Par exemple, si on compare avec le lait, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont boire du lait d'avoine ou du lait de soja parce qu'elles se rendent compte que le lait de vache, ça a un impact intestinal, qu'elles sont pas forcément à l'aise après, elles sont ballonnées, qu'elles ont des troubles digestifs. Donc la consommation, elle a changé maintenant. C'est quand même très compliqué de trouver un coffee shop qui fait pas l'option lait d'avoine, lait de soja, lait d'amande. Donc là, pareil pour les restaurateurs, c'est d'ouvrir. Donc il y a des personnes qui vont peut-être décider de manger sans gluten demain, pas forcément parce qu'elles sont cœliaques, mais parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont ballonnées ou autres. Exactement. Elles le font une fois par semaine. Donc c'est là l'idée de pouvoir justement ouvrir plus grand public. C'est ça, oui, tout à fait, ouais. On l'a déjà dit, mais pour commencer, il faut savoir qu'en France, il y a une réglementation qui existe sur les allergènes. Donc, il y a un décret qui date de 2015 qui oblige les restaurants à informer le client sur la présence des allergènes alimentaires dans tous les plats proposés au menu. Donc, ça nécessite que les restaurants aient une carte des allergènes mise à jour et aussi un protocole de gestion des allergènes. Donc, je dirais que la première raison, tout simplement, c'est pour être en conformité avec la réglementation et ça permettrait aussi de prévenir les risques et d'éviter de graves conséquences. Parce que je tiens quand même à le préciser que s'il y a de mauvaises informations communiquées au client et que celui-ci est malade ou plus grave encore, s'il a une allergie, ça peut être très très grave pour l'établissement en termes de réputation et de sanctions financières. Donc c'est pour ça déjà pour moi que c'est une évidence de mettre en place du coup la carte des allergènes parce que c'est la réglementation. Et après je dirais aussi que c'est important d'anticiper l'évolution réglementaire parce qu'il y aura de plus en plus de cœliaques diagnostiqués en France, d'allergiques ou autres, parce que on le sait, de plus en plus de maladies se développent à cause de ce qu'on mange. Et donc, je pense que la réglementation autour des allergènes alimentaires va se renforcer. Donc, je dirais aussi que c'est important d'anticiper parce qu'après, c'est compliqué de devoir mettre en place des mesures sur ces sujets en très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et après, je dirais aussi qu'au-delà du cadre légal, le sans gluten est une opportunité. Comme on le disait, je pense que les restaurateurs ne se rendent pas forcément compte du marché porteur du sans gluten. En France, il y a une demande vraiment croissante de plus en plus de personnes, comme on le disait, pour des raisons de santé ou même par choix, qui mangent sans gluten. Tu as aussi les touristes, parce qu'on parle de la France, mais tu as aussi des touristes cœliaques qui mangent aussi sans gluten et qui viennent en France. Et tu as l'entourage aussi, parce que généralement, tu as l'entourage aussi qui mange sans gluten. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as la personne qui a la problématique avec le sans gluten qui ne va pas au restaurant, mais tu as aussi l'entourage qui ne sort pas. Donc, à ce jour, les restaurateurs, je trouve qu'ils passent à côté de beaucoup de clients. Donc ça, ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça, c'est bien important d'insister sur ça, que c'est un marché en plein essor. Exactement. Et
je suis tombée, mais tu as dû l'avoir cette étude, parce que tu as reçu justement sur ton podcast, du coup, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui a créé Because Gus. Because Gus, ouais, Cécile. J'adore. Je la remercie parce que je regarde vraiment toutes les études et les chiffres clés. Et donc, et je suis tombée justement sur une étude qui disait qu'un Français sur 4 est concerné par le sang gluten en France. Donc, c'est quand même énorme. Voilà. Ouais, c'est énorme. Et donc déjà, je dirais pour ça. Donc, c'est cette raison. Et après, une autre raison, c'est aussi un avantage concurrentiel. Parce que il faut aussi parler comme ça aux restaurateurs. Mais si t'es on va dire l'un des premiers à proposer une offre complète et adaptée sans gluten, tu peux te démarquer de tes concurrents et attirer une nouvelle clientèle. Donc c'est ça aussi, tu peux gagner de l'argent. Ça, il faut aussi, quand tu crées une entreprise, c'est important aussi de regarder l'aspect financier. Donc ça aussi, il faut leur dire. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la société se tourne de plus en plus vers ces questions d'inclusion et de RSE. Les clients sont de plus en plus soucieux de l'inclusion et de la transparence des entreprises. Donc forcément, si tu proposes une carte inclusive et transparente, ça permet de valoriser ton restaurant. Donc voilà toutes des raisons que je peux voir. C'est pour ça que c'est très très important de mettre en place de mettre en place des alternatives, une carte de mise à jour. Je tiens à préciser, mise à jour des allergènes. Hyper important, ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que parfois la recette elle va changer pour 1 ou 2 ingrédients, mais c'est important de la mettre à jour parce que si t'es une personne allergique, ça peut te mettre en danger de vie, hein, clairement. Donc hyper important. Et du coup, tout à l'heure, quand tu nous parlais de ton projet, tu nous as dit que tu souhaitais justement t'entourer de plusieurs consultants indépendants pour couvrir toute la France, du coup, pour ton activité. Comment tu vois un peu l'évolution de ce réseau et tes objectifs à court et long terme? Alors, je suis au tout début du projet. Donc, j'ai commencé à m'entourer d'une première consultante indépendante qui est spécialisée en hygiène, sécurité alimentaire et allergène. Donc, le premier objectif à court terme, c'est que l'on recherche des établissements pour pouvoir mettre en place les premiers accompagnements. Et après, à long terme, les objectifs seraient de développer un réseau national de consultants indépendants pour intervenir un peu partout en France. Et après, ça serait donc de cibler la restauration collective, donc les établissements scolaires, hospitaliers, les restaurants d'entreprise, etc. Parce que là aussi, j'ai pu voir qu'il y avait des problématiques. Voilà. Oui. Voilà, t'as juste. Moi, je le vois quand j'ai fait la dernière fois, il y a très longtemps, 1 an après mon diagnostic, j'ai fait une gastroscopie de contrôle. Et donc, tu sais, t'es à jeun et après, tu as droit à un petit déjeuner. Une collation, ouais. Ouais, une collation. Et on ne savait pas quoi me proposer. Mais j'ai reçu beaucoup de témoignages aussi de personnes qui me disent elles sont hospitalisées pour une toute autre raison, que ce soit une opération ou autre, et elles préviennent qu'elles sont malades cœliaques et le plateau repas c'est du pain avec une quiche. Et t'es là, mais les gars, vous allez lu ce qui est écrit. Oui, mais là, ce que je trouve hallucinant, c'est que je viens pour ma maladie cœliaque, ouais. Tu vois, c'est que je viens pour me faire contrôler. On me dit je connais pas ta maladie, je sais pas quoi te proposer. Non, mais attendez. Tiens, le petit marbré, ça ira mieux. Voilà. Donc donc c'est hallucinant quoi. Et donc ça serait aussi un objectif. Et après, comme on en parlait tout à l'heure, ça serait aussi de développer des accompagnements plus spécifiques, adaptés aux besoins des entreprises. Okay. Voilà, comme on le disait, il y a aussi une méconnaissance générale. Et je pensais par exemple à mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention dans les entreprises de tout secteur d'activité. Parce qu'auprès des salariés aussi, c'est très important. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça, mais pour l'endométriose. Ouais, qui sensibilise super. sur l'endométriose, etc. Et je me dis, mais c'est pareil, ça reste une maladie, tu vois. Et si on peut expliquer les choses auprès des salariés et qu'il y ait de plus en plus de diagnostics, et même pour les employeurs, tu vois, pour améliorer la qualité de vie de la qualité de travail des salariés cœliaques ou même avec des intolérances, c'est important, tu vois, d'intervenir, de faire de la sensibilisation. Donc, tu vois, les idées, elles ne manquent pas. Mais après, j'ai conscience que c'est un projet ambitieux, qu'il faut du temps pour faire évoluer les mentalités. Mais justement, c'est en travaillant sur ce type de projet que ça va aider. Oui, c'est vrai. Et quel conseil justement tu donnerais toi aux entreprises ou aux restaurateurs qui souhaitent mieux prendre en charge les malades cœliaques? Alors, pour les restaurateurs, les conseils que je peux donner, c'est déjà de sensibiliser et de former le personnel. Vraiment de s'assurer que le personnel connaisse les bonnes pratiques en matière d'allergènes, de sans gluten et de risque de contamination croisée pour éviter les erreurs
et être aussi capable, très important, de répondre aux questions des clients cœliaques, Tout à fait. allergiques et même autres. Et après, c'est aussi important, comme on le disait, c'est de faire de la sensibilisation régulière, parce que souvent dans ce secteur, il y a du turnover. Donc, tu vois, c'est important de faire ça régulièrement. Après, je dirais aussi, c'est important de communiquer des informations claires et précises aux clients. Donc, comme on disait, la carte des allergènes. Donc, je sais pas combien de fois on l'a dit, mais Mettez-la à jour. mettez-la à jour. On veut cette carte. Mais voilà, tu vois, c'est bon. Je reprécise, c'est une obligation légale, mais ça, c'est hyper important d'être clair sur les informations et aussi d'afficher clairement à l'entrée de l'établissement qu'il y a des places en gluten. Donc ça, c'est notre conseil. Tu vois, d'attirer, parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, mais je comprends pas, j'ai pas de clients et tout, mais tu communiques pas dessus. Comment tu veux, tu vois? Il faut, à l'entrée de l'établissement que tu indiques qu'il y a des places en gluten, même sur le site internet ou sur les réseaux. Il faut, parce que du coup, bah oui, si tu le sais pas, tu peux pas, nous, on va pas venir, hein, tu vois ce que je veux te dire? Exactement. Non, c'est hyper important. Et après, c'est aussi important d'aménager la cuisine pour éviter donc les contaminations croisées. Donc, il faut un espace vraiment et des équipements dédiés à la préparation des plats sans gluten. Il faut donc avoir un protocole de gestion des allergènes. Et après, un autre conseil que je pourrais donner, c'est de bien sélectionner ses fournisseurs sans gluten. Donc, choisir des fournisseurs fiables. Parce qu'on le sait, si tu veux proposer des alternatives sans gluten, il faut adapter ses recettes. Donc, il faut aussi trouver des produits vraiment sûrs et fiables pour les cœliaques ou pour les allergiques. Et donc, c'est pour ça, c'est très, très important de se faire accompagner pour pas faire n'importe quoi. Et je suis persuadée de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être des restaurateurs qui ont envie, mais qui savent pas comment faire. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est important et que nous, avec cette offre-là de consulting, on aide dans la mise en pratique. Et le but, c'est de mettre en pratique les conseils, voilà, que je viens de donner. Ouais, parce que c'est vrai que quand un restaurateur qui connaît pas du tout ce sujet et qui se dit oh là là, ça va être beaucoup trop compliqué. Bon, on fait pas parce que j'ai pas envie justement de blesser des personnes, etc. Bah, justement, d'avoir ce type d'accompagnement, ça permet aussi de dédramatiser un peu les choses et de donner des tips sur comment on peut faire facilement des plats sans gluten, comment on peut, au niveau de la sécurité, de la carte des allergènes, etc., mettre en place les bonnes infos. Exactement, ouais. Et là, on parle de la restauration, mais j'aimerais aussi donner des conseils pour les entreprises de n'importe quel secteur d'activité, parce que on n'y pense pas, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais dès l'embauche du salarié, c'est important de lui demander s'il y a une restriction alimentaire ou une allergie alimentaire. On n'y pense pas, mais c'est pour éviter de l'exclure. Parce que si t'imagines, s'il y a un restaurant d'entreprise ou même pour les événements d'entreprise, bah oui, ça pose problème. Et moi, j'ai déjà été exclue, tu vois, dans mes expériences professionnelles parce que on m'invitait carrément pas, tu vois, pendant. En fait, c'est quand t'es pas touché par ça, tu t'en rends pas compte. Oui. Moi, avant d'avoir cette problématique avec le gluten, c'est vrai que j'avoue que je posais jamais la question. Mais depuis que j'ai eu ça, quand on va dans des week-ends, il y a des copains, il y a des choses, c'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude de dire, est-ce que quelqu'un est allergique à quelque chose pour les plats, etc. C'est vrai que quand t'es pas touché, que t'as jamais connu ça, c'est hyper compliqué de le mettre. Mais c'est même pour les autres. Enfin, moi, c'est pareil en ce qui concerne les handicaps qui peuvent exister. Enfin, je suis pas confrontée, donc peut-être au quotidien, je fais des choses que je devrais pas. Et c'est pour ça que je suis pas en train, tu vois, de taper sur les doigts des gens, parce qu'évidemment, tu vois, mais c'est juste que je trouve que c'est important d'expliquer. Et puis il y a des gens qui te diront, ah ben oui, c'est vrai que j'ai pas pensé, même les employeurs. Et c'est pour ça que qu'on oublie que l'alimentation peut exclure. Et moi, j'en parle justement, c'est un sujet qui est très important à prendre en compte aussi dans la politique RSE des entreprises. Tu vois, tout à fait. Parce que pour moi, le rôle de l'employeur, c'est de favoriser le bien-être de ses salariés et particulièrement ceux qui ont des maladies ou handicaps. Donc ça, c'est très important. Et attends, parce que j'ai pas fini, ce que j'aimerais aussi dire, parce qu'à y être, autant donner des conseils pour toutes les entreprises, mais on en a déjà parlé aussi en amont, mais c'est aussi pour les entreprises des secteurs alimentaires et pharmaceutiques. Je trouve que c'est important de former le personnel de ces entreprises à répondre de manière précise et adaptée aux questions des consommateurs allergiques, cœliaques ou autres. Parce que, moi je t'explique, en fait, ça m'arrive parfois de contacter des entreprises parce que je souhaite avoir des informations plus précises sur la composition des produits, etc. Parce que le gluten se cache partout, on adore. Et des fois, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair, surtout pour les traces. C'est pas toujours mentionné. Et donc, on sait pas me répondre quand j'envoie des mails ou quoi. Soit on me répond pas, ou soit on me répond vraiment des choses pas du tout compréhensibles. Enfin, ou des fois ça reste encore flou, quoi. Ben ouais, ou sinon des fausses informations. Donc c'est un peu dangereux. Donc c'est pour ça que je trouve que toutes les entreprises ont un rôle essentiel à jouer.
Et c'est pour ça que j'aimerais par la suite développer des accompagnements plus spécifiques et adaptés aux différentes entreprises. Super, c'est trop chouette en tout cas. Enfin, je voulais avoir ton avis sur quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas bien justement l'adaptation à une alimentation sans gluten. Quels sont pour toi les principaux freins et les résistances que tu rencontres? Parce que je crois que c'est un sujet aussi qui te touche pas mal. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point parce que je trouve que c'est une question très importante. C'est vrai que quand on n'est pas touché par cette problématique, on ne s'en rend pas forcément compte de tout ce que ça implique. Et donc, je trouve que si on veut que les choses bougent en France, il faut montrer, tu vois, que c'est pas rose tous les jours, que s'adapter à une nouvelle alimentation, ça impacte le quotidien et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne le vivent pas bien. Parce que j'aimerais aussi préciser que parfois, sur les réseaux, on montre la maladie cœliaque ou de manger sans gluten comme une opportunité de découvrir de nouveaux aliments, que c'est cuisiné fait maison, que tu vas pouvoir aussi manger différemment et pas sans, etc. Donc c'est très très bien, hein, c'est pas du tout ça le problème, parce que ça peut aider des gens, il faut rester positif. Et en plus de ça, le plus souvent, c'est des personnes qui mangent sans gluten, donc c'est pour des raisons médicales et c'est pour la vie. Mais tu peux aussi culpabiliser, je trouve, tu vois. Tout à fait. Tu le vis pas bien, toi, tu te dis, mais pourquoi moi je le vis pas bien? Et moi, personnellement, je le vis pas forcément bien parce que je le vois pas du tout comme une opportunité. Je mange sans gluten, ça m'a été imposé. C'est mon seul traitement, tu vois, et ça impacte beaucoup mon quotidien. Alors évidemment, je reste positive parce que c'est à vie, donc j'ai pas trop le choix. Mais je trouve que ça a beaucoup d'impact et c'est pour ça que cette question, je la trouve très importante, qu'il faut expliquer les choses. Et donc je trouve déjà que ça a un impact psychologique parce qu'il faut modifier complètement ses habitudes alimentaires. Donc ça demande du temps et de l'effort. On s'en rend pas compte, mais la charge mentale est énorme de devoir cuisiner tous les repas, de faire tout fait maison, de devoir toujours se organiser, anticiper les repas. J'ai aussi beaucoup d'angoisse. Je trouve que ça m'a développé du stress supplémentaire et même, je dirais, des tocs. Tu vois, de toujours nettoyer tout le temps, de tout vérifier. Parce que quand tu es cœliaque, pour moi, c'est vraiment ce qui m'angoisse, c'est la peur de la contamination croisée. Et je te donne un exemple pour les personnes qui sont pas forcément confrontées à cette problématique, mais je vais paniquer dès que je vois une miette de pain, quoi. Tu vois? Donc ça rajoute beaucoup de stress. Ça a aussi un impact sur la vie sociale parce que tu as beaucoup d'événements qui se passent autour de l'alimentation. Parce qu'on dit que partager un repas, ça rassemble, mais ça peut aussi faire l'effet inverse, hein, ça peut exclure. Et donc moi, ce qui me manque, c'est aussi de ne plus partager un bon repas avec mes proches au restaurant. Tu vois, cet aspect convivialité que j'ai perdu en étant cœliaque, c'est aussi compliqué pour les gens de te recevoir parce qu'ils ont peur, ils préfèrent plus t'inviter et je peux comprendre aussi. Et même moi, je sors plus parce que je me dis, j'ai peur d'être malade ou de déranger les gens. Donc, tu peux vite être isolé socialement. Et après, je dirais aussi, alors je sais pas si c'est ton cas, mais des fois, j'ai le sentiment de privation, enfin, comme si c'était un régime. Moi, je le ressens parce que je te donne un exemple, mais quand je passe devant une boulangerie, je sais que je peux rien prendre, et ben ça me fait râler. Tu vois, quand je Mais tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas du tout utiliser le terme régime sans gluten. Je préfère le mot alimentation sans gluten parce qu'on n'est pas au régime. C'est juste qu'on a une alimentation différente. C'est exactement ça. Et ce que je tiens aussi à préciser, c'est que il y a des choses qu'on ne pourra plus manger aussi. Quand même, il faut le dire. Donc ça, c'est important de le préciser. Moi, ce qui me manque, c'est aussi les spécialités culinaires que je peux pas goûter, tu sais, quand je voyage. Donc ça, c'est un peu frustrant. Et donc ça. Et après, je dirais aussi, parce que je parlais de la difficulté de trouver des restaurants qui proposent des plats sans gluten, surtout adaptés au cœliaque. Mais je trouve aussi tu as un frein, c'est vraiment parce que tu galères à trouver des produits sans gluten. Ça, il faut le dire. Le choix des produits sans gluten reste limité dans certains magasins. Moi, ça m'arrive des fois d'être en déplacement ou en vacances et de me dire comment je vais faire pour manger. Après, je sais pas parce que c'est vrai que j'ai échangé aussi avec des gens qui sont à Paris, donc ils me disaient que eux, ils n'étaient pas forcément confrontés à ça parce que faut quand même expliquer que tu as des concepts alimentaires à Paris, mais dans le reste de la France, c'est très compliqué. Après, je dirais aussi vérifier la liste des ingrédients des produits alimentaires, des médicaments et des cosmétiques. Moi, c'est quelque chose, je trouve que c'est lourd au quotidien. C'est très, très lourd parce que ça prend du temps et ça peut angoisser aussi parce que des fois, les informations elles ne sont pas claires. J'aimerais aussi reparler, c'est important de le dire, mais du manque de compréhension autour du sans gluten et de la maladie cœliaque en France, que ça soit de la part des professionnels de santé, des professionnels de la restauration, des entreprises alimentaires pharmaceutiques, en général des entreprises, et même de l'entourage, on n'en a pas parlé, mais ça a aussi un énorme impact sur notre qualité de vie.
Et ça peut parfois mettre en danger notre santé. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ose pas dire à mon entourage, est-ce que tu t'es lavé les mains, tu vois, ou est-ce que tu peux changer de couteau, parce que, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais il faut comprendre que pour un cœliaque, c'est très important parce qu'il ne faut pas de contamination croisée. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter aujourd'hui parce que il m'arrive encore d'être malade, même si je cuisine tout ce que je mange et malgré même toutes les précautions que je prends, parce que tu ne peux pas éviter complètement les contaminations croisées, même les traces, parce que souvent, ça ne vient pas de toi. Et donc ça, c'est dur d'accepter ça, ou ça, il faut le dire. Je parlerai aussi de tous les préjugés qu'il y a autour du sans gluten. Pour certaines personnes, c'est vraiment un régime bobo, un régime perte de poids, un régime tendance et tout ça. Et ça, je trouve que c'est très difficile au quotidien, que ça soit pas pris au sérieux. Et pour certaines personnes, on le ressent, c'est vraiment un caprice. On ressent, tu vois, ce côté-là où on exagère. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais je crois que toi aussi, on te l'a déjà dit, parce que je crois qu'au départ du podcast, tu lui disais, mais tu vas pas mourir si tu manges une miette de pain, tu vois, des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Voilà. Donc, c'est fatigant de devoir toujours se justifier en permanence, expliquer la maladie cœliaque et tout ça. Ça, c'est compliqué. Et après aussi, enfin, c'est peut-être un détail pour certains, mais on fait que aussi nous dire qu'on n'est qu'1% en France de cœliaque. J'entends tout le temps ça au quotidien. On fait rien parce que c'est qu'1%. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que tu as l'impression d'être un cas isolé, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre la parole sur ces sujets et de montrer qu'on est quand même un nombre suffisant de cœliaques, qu'il faut mettre en place des mesures parce que on n'est qu'1%. Et encore, c'est parce qu'il y a des retards de diagnostic en France, on serait beaucoup plus en réalité. Mais 1%, c'est quand même beaucoup. Enfin, tu vois, ça fait environ 670 000 personnes en France. Donc, je trouve que c'est horrible de nous associer à ce pourcentage. Et pour finir, je dirais, les produits sont très chers. Ça, c'est aussi ce que, enfin, c'est pas normal et souvent transformé aussi. Et, Ouais, très. et je trouve que Ouais. c'est pas normal parce que t'as pas le choix en fait de prendre ces produits. C'est vrai, c'est notre seul traitement. Donc, je trouve ça quand même fou parce que oui, des fois, ils remplacent le gluten par des ingrédients pas très bons pour la santé. Et c'est aussi un cliché de dire d'ailleurs que manger sans gluten, c'est meilleur pour la santé. Pas du tout. Pas du tout, non. Et donc, je trouve ça fou parce que voilà, t'as pas le choix que de manger ces produits. Et en plus de ça, enfin, quand ils pensent, c'est fou de proposer des produits pas très bons pour la santé à des personnes qui ont déjà un problème de santé lié à l'alimentation. Voilà. Ouais, Donc ça, je exactement. voulais aussi le repréciser. Bon, après, il y a quand même des marques, faut le dire, qui se développent de plus en plus et qui proposent des produits meilleurs pour la santé. Et en plus, c'est une maladie invisible aux yeux des gens. Donc, on Tout voit à pas fait. tout ça. Donc, c'est important de le dire si on veut que les choses bougent en France. Totalement. Et justement, toi, je sais que c'est hyper important aussi pour toi de différencier la maladie cœliaque et l'hypersensibilité au gluten. Donc, est-ce que tu veux peut-être aborder ce sujet sur la gestion au quotidien et les adaptations alimentaires, surtout notamment par rapport aux traces, où tu en as déjà un peu parlé? Oui, oui, c'est vrai que c'est aussi une question très importante parce que je trouve qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui confondent les termes, que ça soit maladie cœliaque, intolérance, hypersensibilité, sensibilité au gluten. Enfin bref, il y a beaucoup de confusion. Et en fait, pourquoi je veux parler de cette question? Parce que je pense que la confusion entre la maladie cœliaque et l'hypersensibilité au gluten s'explique par le fait qu'en France, on appelle la maladie cœliaque l'intolérance au gluten. Donc déjà, Ouais. j'aimerais aborder ce point-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains cœliaques qui se disent intolérants au gluten et tu as des personnes avec une hypersensibilité au gluten, donc les non-cœliaques, qui se disent aussi intolérantes au gluten. Donc en fait, ça crée une confusion auprès des personnes qui ne sont pas concernées par le sans gluten. Donc déjà, de différencier ces deux pathologies, ça permettrait d'éviter la confusion et ça éviterait aussi des réflexions pas très sympathiques parce que moi au quotidien, je suis confrontée à ça, hein, à des personnes qui ne comprennent pas le régime strict d'un cœliaque. Ils pensent que j'exagère parce que dans leur entourage, ils ont une personne qui est non cœliaque et qui se dit intolérante au gluten et du coup, on va me dire mais attends, je comprends pas. Parce que cette personne-là, des fois, elle mange des petites quantités de gluten, elle fait des écarts. T'es sûr que t'exagères pas quand même? Ouais, tout à Ou fait. on va me dire, ah ben oui, mais je comprends, c'est une intolérance. En fait, tu peux pas digérer le gluten, tu vas aux toilettes, en fait. Mais tu verras avec le temps, hein, ça s'améliore. On m'a déjà dit ça. Donc, c'est pour ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience qu'il y a une maladie qui existe. Derrière, qu'est-ce que c'est? Et ce que ça implique? Donc, je pense qu'il faudrait déjà commencer par arrêter d'appeler la maladie cœliaque l'intolérance au gluten pour que ça rentre dans la tête des gens et que ça soit Ouais. pris au sérieux. Plus on va dire qu'on est cœliaque, plus ça sera un terme aussi reconnu et intégré dans la tête des gens.
Et comme je le disais, c'est hyper fatigant de devoir toujours expliquer ce que ce n'est pas une sensibilité alimentaire, etc. Et pour moi, la sensibilisation commence déjà par le fait de nommer la maladie cœliaque. Donc la maladie cœliaque tout simplement, et surtout comme le font tous les autres pays. Je sais pas pourquoi en France on dit intolérance au gluten, je sais pas d'où vient cette idée, mais ça pose problème selon moi. Donc ça c'est déjà le premier point. Et c'est aussi important donc de différencier la maladie cœliaque de l'hypersensibilité au gluten, parce que l'exigence du régime sans gluten n'est pas tout à fait pareille, et les dommages causés aussi par la consommation du gluten sont différents. Alors peut-être pour juste réexpliquer la différence, c'est que l'hypersensibilité au gluten, donc appelée aussi la sensibilité au gluten, il y en a qui disent ça aussi, le régime sans gluten n'est pas aussi strict que celui de la maladie cœliaque, et en fonction de la sensibilité de chacun, il y a certaines personnes qui vont exclure le gluten totalement, et t'en as d'autres qui vont tolérer une petite quantité de gluten. Exactement. Donc ça dépend vraiment de la sévérité donc des symptômes et de la tolérance de chacun. Donc le mécanisme il est complètement différent. C'est pas une maladie auto-immune et tout ça. Donc voilà. Alors que la maladie cœliaque, c'est une maladie donc auto-immune. Si on mange du gluten, le système immunitaire, donc j'aime bien le rappeler pour les personnes qui Tu fais bien. Donc le système immunitaire, il va réagir, il va produire des anticorps qui vont dégrader les villosités intestinales. Et ça peut entraîner de graves complications. Donc, il n'y a pas d'écart possible, tu vois, contrairement à l'hypersensibilité. Donc, c'est un régime qui est vraiment sans gluten, strict et à vie. Il n'y a pas, parce qu'on me dit souvent, mais tu verras, ça va s'améliorer. Non, il n'y a pas, en fait. Ça sera à vie et c'est comme ça. Et surtout, c'est le même régime pour tous les cœliaques. Voilà. C'est pour tout le monde pareil. Et même une trace peut déclencher une réaction immunitaire. Ça, il faut le savoir aussi. Tu vois. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de distinguer la maladie cœliaque de l'hypersensibilité au gluten, parce que en fait c'est deux approches différentes. Donc déjà en termes de gestion quotidienne et de vigilance alimentaire, notamment comme on en parlait en termes de gestion de contamination croisée pour un cœliaque, contrairement à un hypersensible au gluten. Donc tu vois c'est pas pareil. Et donc peut-être pour expliquer qu'est-ce que c'est que les contaminations croisées, une contamination croisée c'est par exemple, j'aimais l'expliquer par un exemple pour éviter de perdre les gens quand même. Mais c'est par exemple, je vais couper du pain qui contient du gluten avec un couteau, et ensuite je vais utiliser ce même couteau pour couper mon pain qui est sans gluten. Et ben mon pain sans gluten, il est contaminé par du gluten, et c'est un risque pour un cœliaque. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir, qu'un cœliaque doit faire attention à ça au quotidien. Et donc c'est pour ça que s'il y a une meilleure compréhension de ces différences, ça permettrait aussi de mieux accompagner les personnes concernées et de protéger leur santé. Voilà. Mais après aussi, je tiens à préciser, parce que je disais que le régime est beaucoup plus strict pour un cœliaque, etc. Ce n'est pas pour autant que les hypersensibles ne subissent pas. Je suis pas en train de minimiser non plus les symptômes, parce que vous avez aussi des difficultés. En plus, on en a déjà parlé. Voilà, vous avez aussi certains ont beaucoup de symptômes s'ils mangent du gluten. Et ça reste un impact aussi, ça a aussi un énorme impact dans votre quotidien. Parce qu'on l'a compris, en France, ça reste très compliqué pour manger sans gluten. Donc c'est pour ça, je reprécise, c'est important de différencier les différentes pathologies liées au gluten. Mais il faut aussi se soutenir entre sans gluten, parce que des fois je vois passer ah non mais moi je suis cœliaque, toi t'es hypersensible. Non, en fait il faut se soutenir, je trouve que c'est hyper important. Oui, c'est très très important. Et voilà, moi je dis souvent qu'on est un peu dans la même team finalement, dans la même galère. Et plus on sera nombreux, plus on pourra aussi faire reporter cette cause. Et donc c'est pour ça que c'est important de différencier, mais on est tous dans le même panier. Exactement. Et justement, pour terminer ce podcast, avant les petites questions de finale que j'ai à te poser, je voudrais savoir ce que tu aimerais dire justement à des personnes qui viennent d'obtenir leur diagnostic de la maladie cœliaque. Alors déjà, j'espère que j'ai pas trop été négative, mais j'ai vraiment voulu dire ce que je ressentais. Voilà, tu m'as laissé l'occasion. Donc en plus de ça, mon objectif, c'est que les mentalités évoluent sur ce sujet. Donc je voulais vraiment expliquer les choses, mais il faut aussi essayer de relativiser. Donc ce que j'aimerais dire, c'est qu'au tout début, c'est normal de se sentir perdu, mais on y arrive. Voilà, on arrive à modifier ses habitudes alimentaires, on modifie les recettes qu'on adore en sans gluten. Il faut du temps, donc c'est OK, il faut du temps pour s'adapter et accepter la maladie, mais on y arrive. Et ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que parfois, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai ressenti, on se sent pas forcément légitime de dire les choses, parce qu'il y a des maladies plus graves qui existent. Mais tu as le droit aussi de pas te sentir bien. Donc ça, j'ai envie de le préciser aussi. Il y a des jours ça va, d'autres non. Il faut pas culpabiliser. Et surtout,
on fait comme on peut, on gère comme on peut, et chaque personne vit sa maladie différemment. Trop chouette. Ça, c'est bien vrai. Et puis, on est plein sur Insta et sur d'autres réseaux. Donc, si les personnes ont besoin d'aide, d'informations, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages. Eh bien, pour terminer le podcast, j'ai 4 petites questions pour toi. Je voulais connaître ton plat préféré sans gluten. Alors, moi, j'adore les lasagnes aux légumes. Ah oui. Ah bah, je valide. Ah, tu connais? Parce que je me suis dit, j'adore. je savais pas trop quoi choisir mais je me suis dit, bon, allez, je dis la vérité, j'adore les lasagnes aux légumes, parce qu'en plus, ça me rappelle l'Italie. Bah ouais, puis c'est un plat hyper réconfortant, je trouve. Mais je sais pas, toi, si tu connais avec la mozzarella dessus et tout ça. Bah, alors, je vais peut-être en choquer plusieurs, mais moi, je déteste le fromage. Genre vraiment, tout ce qui est raclette, tartiflette, l'hiver, faut pas m'inviter, hein, parce que vraiment, je déteste mais moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'adore. Mais après, je le tolère pas bien aussi. Mais ouais, sur ce que j'aime, c'est que tu mets de la mozza dessus, et après, c'est fondu, donc j'adore ça. Je peux comprendre. Ton restaurant préféré sans gluten? Alors là, c'est une question un peu compliquée parce que, comme je te disais, je sors pas trop en France au restaurant, mais quand même, je dirais les Demoiselles de Montpellier. Donc, ça rentre pas trop dans le restaurant parce que c'est un salon de thé sans gluten. Oh, ça va, on accepte. Mais voilà, je sais pas si tu acceptes ma réponse, mais voilà, tu peux manger aussi des plats salés, etc. Et je trouve que c'est un concept assez sympathique. Trop bien. Est-ce que tu as un compte Insta préféré sur le sans gluten? Alors oui, par contre, c'est un compte d'une cœliaque italienne que j'adore. Je fais vraiment un focus sur l'Italie, mais c'est Sophia Gluten Free. Ok. Donc j'adore son contenu et donc j'aime bien la suivre parce qu'elle donne beaucoup de conseils pour les cœliaques et elle partage aussi beaucoup de sorties au restaurant. Bon, évidemment, c'est en Italie, mais j'aime bien parce que je trouve que moi, en fait, ça me donne de l'espoir de me dire que dans notre pays, ils sortent et qu'un jour, ça arrivera en France aussi, quoi. Faut pas perdre espoir. Bah, j'irai voir parce que du coup, ça me parle pas là direct, mais j'irai voir son compte Insta alors. D'accord, ouais. Et pour terminer, est-ce que tu as une marque sans gluten que tu aimerais me conseiller, que tu aimes particulièrement? Alors, j'aime bien la marque Céliane. Ouais, ok, je vois très bien. Voilà, et je sais pas si tu en utilises, mais je trouve que c'est des produits... Si, j'en utilise, ouais. C'est des produits, je trouve que la compo, ça va, et donc en plus, je trouve pas mal de produits, donc j'aime beaucoup. Super, trop chouette. Eh bien, merci beaucoup Coralie d'avoir partagé avec nous ton expérience et toutes ces infos. C'était hyper intéressant. Donc, merci à toi. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment super et j'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Mais c'était hyper intéressant. Bon, mais ça va alors. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you